au cours des 25 dernières années, depuis que le président Poutine est devenu tout d'abord Premier ministre en 1999. Donc nous sommes maintenant en année 26, je suppose. Le décompte actuel est de 190 accords qu'il a rompus. Les plus importants en termes d'Ukraine sont Minsk I et Minsk II, qui ont surgi après 2014. Le plus grand de tous était en 1994 le mémorandum de Budapest, lorsque l'Ukraine a renoncé aux armes nucléaires héritées de l'ex-Union soviétique. L'Ukraine était le seul pays qui aurait pu les utiliser. L'Ukraine avait l'expertise pour développer sa propre force nucléaire si elle l'avait choisi. Mais ils l'ont abandonnée en 1994 en échange de garanties de sécurité de la Russie, l'Amérique et la Grande-Bretagne. Poutine est en panique. Il semble que les États-Unis se préparent à étendre la protection de l'article 5 à l'Ukraine. Et c'est quelque chose que Poutine ne peut pas supporter d'entendre. Ici, nous avons le négociateur en chef, Steve Witkoff, qui partage cette idée. Sur l'OTAN, je pense que Zelensky, et il a un bras droit Yermak, je pense qu'ils ont largement concédé qu'ils ne vont pas être membres de l'OTAN. Il y a eu toutes sortes de discussions sur la question de savoir s'ils pourraient encore avoir, entre guillemets, ce qu'on appelle la protection de l'article 5. Chaque pays de l'OTAN a cette protection de l'article 5. Que l'Ukraine puisse avoir cela à certains égards des États-Unis ou des nations européennes sans être membre de l'OTAN. Et je pense que c'est ouvert à la discussion. Mais je pense qu'il est accepté que s'il doit y avoir un accord de paix, l'Ukraine ne peut pas être membre de l'OTAN. Je pense que c'est largement accepté. Maintenant, ce n'est rien de nouveau. Le Premier ministre italien Giorgia Meloni promeut cette idée depuis un certain temps maintenant. Et la raison pour laquelle elle insiste autant est parce que cela répond à toutes les demandes de la Russie en ce qui concerne l'Ukraine, mais donne également à l'Ukraine de véritables garanties de sécurité. Avant de continuer, abonnez-vous ci-dessous pour rester informé de l'actualité géopolitique. Commençons. Comme vous le savez peut-être déjà, la Russie a déclaré qu'elle n'accepterait aucune base de l'OTAN ou troupes de l'OTAN en Ukraine. Et l'Italie dit « D'accord, donc au lieu que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN, que diriez-vous que l'Ukraine obtienne simplement la protection de l'article 5 ?» Ainsi, il n'y aura pas de base ni de troupes de l'OTAN en Ukraine. Mais si l'Ukraine est attaquée, cela signifierait une attaque contre l'OTAN. Voici le Premier ministre italien qui a partagé cela presque des semaines avant que les États-Unis ne commencent à en parler. Des efforts sont nécessaires pour poser les bases d'une paix juste et durable en Ukraine, qui ne se produira que si Kiev se voit accorder des garanties de sécurité adéquates pour s'assurer que cela ne se reproduise pas et que les nations européennes qui se sentent menacées peuvent se sentir en sécurité. J'ai toujours dit, et je crois que ces garanties de sécurité doivent être mises en œuvre dans le contexte de l'Alliance Atlantique, car je pense que c'est le meilleur cadre pour garantir une paix qui n'est ni fragile ni temporaire, afin qu'il n'y ait plus le risque que l'Europe puisse retomber dans le drame de la guerre. Les autres solutions, comme je l'ai déjà dit, me semblent plus complexes et franchement moins efficaces. Ce plan est logique sur plusieurs aspects. Tout d'abord, de nombreux pays ont débattu de l'envoi de troupes en Ukraine après qu'un cessez-le-feu a été convenu. Mais il y a deux problèmes majeurs avec l'envoi de troupes. Le premier problème est que sans les États-Unis, il sera extrêmement difficile pour les pays européens de constituer une force suffisamment grande pour surveiller une ligne de front de 200 km, ou environ 1200 miles de long. Et nous savons déjà, le président Trump a clairement indiqué qu'il n'a aucune envie d'envoyer des troupes américaines en Ukraine. Cela signifie que ces troupes devraient provenir des pays européens. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'il faut en réalité bien plus de troupes que celles envoyées en Ukraine. Prenons simplement l'exemple du Royaume-Uni qui s'est engagé à envoyer environ 10 000 soldats pour surveiller la ligne de front après un accord de paix. Cependant, cela n'implique pas forcément que le Royaume-Uni doive déployer 10 000 soldats pour cette mission. Il devrait probablement déployer 25 000 à 30 000 soldats. 10 000 seraient en Ukraine pour surveiller la ligne de front, et 10 000 au Royaume-Uni pour préparer le remplacement des prochains soldats. Une fois sur place, les 10 000 soldats initiaux reviennent et se détendent. Ensuite, un autre ensemble de 10 000 se prépare à remplacer les 10 000 premiers. Cela signifie que vous aurez besoin d'environ 3 fois la taille de la troupe que vous avez dédiée à l'envoi en Ukraine.
Cela nous amène à la deuxième partie de ce problème. Cela va être extrêmement coûteux pour les pays qui s'engagent à le faire. C'est pourquoi l'Italie a proposé qu'il devrait étendre l'article 5, parce que c'est en quelque sorte la meilleure garantie, même par rapport aux troupes en Ukraine, et en plus de cela, c'est la garantie la moins chère. Vous n'avez pas vraiment à dépenser plus d'argent pour étendre l'article 5, mais vous devez juste être prêt à réagir en cas d'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Bien sûr, encore une fois, cette idée n'est pas sans ses propres critiques. En fait, je viens d'avoir une conversation avec le général Ben Hodges, qui n'est pas le plus grand fan de cette idée. Écoutons donc ses propos à ce sujet. C'est donc là qu'une autre offre intéressante a été faite par l'Italie en premier, où l'Italie a dit que nous n'avons pas besoin de mettre des troupes au sol, mais l'Italie a présenté cette chose où l'Ukraine pourrait obtenir la protection de l'article 5 sans être dans l'OTAN. Et j'ai regardé toute l'interview que Tucker Carlson a faite avec Steve Witkoff, encore une fois, remplie de commentaires simplement décevants. Une chose qu'il a dite à propos de cette offre sera certainement davantage discutée. L'Ukraine obtiendrait simplement l'article 5. Qu'en pensez-vous? Est-ce même possible? Et vous savez, c'est le genre de choses dont les gens parlent quand ils n'ont aucune idée de ce qu'est réellement l'article 5 ou de ce qu'il faut pour le faire. Passons en revue la logique ici. Ils ne sont pas en faveur de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN parce que, du moins avec l'administration Biden, ils craignaient que la Russie n'utilise une arme nucléaire. D'accord, la raison principale de l'entrée dans l'OTAN est la garantie de l'article 5. Donc l'idée que nous donnerions d'une manière ou d'une autre à l'Ukraine le soutien d'article 5, signifiant que les pays de l'OTAN utiliseraient la force contre la Russie. Je veux dire que cette logique, elle ne correspond pas à toutes les années passées de pourquoi ils n'ont pas laissé l'Ukraine entrer dans l'OTAN. Donc, l'idée que toutes les nations seraient prêtes à utiliser la force. C'est ce que je veux dire, c'est de cela dont nous parlons. L'article 5 signifie qu'une attaque armée contre l'Ukraine serait considérée comme une attaque armée contre l'OTAN. Donc maintenant, nous allons utiliser la force contre la Russie, qui, soit dit en passant, à l'intérieur de l'Ukraine, je suis tout à fait pour aider à rétablir la souveraineté de l'Ukraine. Et la meilleure façon de protéger l'Europe est d'aider l'Ukraine à vaincre la Russie. Mais la logique de l'article 5 n'a aucun sens pour un pays qui n'est pas dans l'Alliance et je doute sérieusement que vous obtiendriez l'accord de 32 nations pour faire cela. Ils ne parviennent même pas à obtenir l'accord de la Hongrie en ce moment pour soutenir l'aide à l'Ukraine contre la Russie. Je doute que tous les autres alliés soient prêts à le faire. Évidemment, les nations restent des nations. Les nations peuvent faire des choix souverains pour aider l'Ukraine de leur propre chef. L'OTAN n'est pas un frein à cela. Et l'Italie devient de plus en plus capable avec une industrie de défense militaire beaucoup plus grande, beaucoup mieux, je pense que beaucoup de gens ne le réalisent. Et la première ministre Meloni, elle est une super faucon sur l'Ukraine. Donc j'aimerais voir ce que l'Italie est prête à faire d'autre. Le général Hodge s'est en fait beaucoup plus d'accord avec le plan Royaume-Uni-France, où ils ont parlé de mettre des troupes au sol. En fait, le Royaume-Uni s'est engagé à 10 000, comme nous l'avons déjà discuté. Et c'est là que le général Hodges souligne que ce n'est pas la quantité de troupes que nous devons envoyer en Ukraine qui compte, mais plutôt quelle est leur mission, et combien de libertés ont-ils pour dissuader la Russie. Voici son explication complète sur ce point. Heureusement, je pense que le Royaume-Uni et l'Europe ont parlé de la coalition des volontaires. Je suis sûr que vous avez vu cela. Le Royaume-Uni s'est engagé à envoyer 10 000 soldats jusqu'à présent. Pensez-vous que ce serait suffisant? De combien de soldats aurions-nous besoin? Non. La première chose est que les gens se précipitent quand ils commencent à parler de chiffres. Je veux dire, la France et le Royaume-Uni ont tous deux donné des chiffres. C'était utile pour montrer qu'ils étaient prêts à s'impliquer. Mais avant de commencer à parler de chiffres réels, vous devez parler de mission. Quelle est la mission? Que voulez-vous que cette force fasse? Quelle serait leur tâche? Vous ne pouvez pas décider de ce que vous y mettrez avant de savoir ce qui y est nécessaire et vous ne savez pas ce qui y est nécessaire jusqu'à ce que vous puissiez clairement identifier la mission. C'est la tâche primordiale.
Et ensuite, vous devez déterminer, d'accord, si leur mission est de dissuader la Russie de violer tout accord de cessez-le-feu, alors cela signifie que vous devez avoir des règles d'engagement qui vous permettent de riposter ou de frapper en retour, ou d'abattre des drones, ou de faire quoi que ce soit pour infliger des conséquences à la Russie au cas où il violerait le cessez-le-feu. Et bien sûr, ils le violeront dès la première heure jusqu'à ce qu'ils voient que cette force d'application est sérieuse. Ensuite, déterminer les capacités requises. De toute évidence, cela devrait être quelque chose avec des capacités aériennes, terrestres et maritimes, un drone et un contre-drone, une défense aérienne et antimissile, une frappe de précision à longue portée, des ingénieurs, de la logistique, tout ce qui est nécessaire pour dissuader la Russie de violation. Ensuite, lorsque vous commencez à assembler tout cela et que vous le placez sur la carte, vous pouvez voir où nous voulons positionner cette force pour accomplir cette tâche. Ensuite, vous pouvez commencer à compter, d'accord? Nous allons avoir besoin de 10 000 de ceux-ci, 5 000 de ceux-là, 4 000 de ceux-ci, et ainsi de suite. Heureusement, il semble que les dirigeants européens regardent déjà notre podcast, car c'est ce qui vient de se passer en Europe cette semaine. Le Premier ministre britannique a annoncé qu'ils ont accueilli plus de 200 planificateurs militaires de nombreux pays différents, pour déterminer comment ils peuvent correctement aider l'Ukraine après qu'un accord de paix a été conclu. Voici la déclaration où il partage plus de détails. Cette semaine à Londres, nous avons accueilli plus de 200 planificateurs militaires de 30 pays, apportant des contributions surtout de la logistique et du commandement et contrôle au déploiement sur terre, dans les airs et en mer. Ce travail continue à un rythme soutenu. Nous serons prêts à opérationnaliser un accord de paix, quelle que soit sa forme précise, et nous travaillerons ensemble pour garantir la sécurité de l'Ukraine afin qu'elle puisse se défendre et dissuader de futures attaques. Les dirigeants européens ont également tenu un sommet pour la paix à Paris, se terminant aujourd'hui, avec pour objectif principal de trouver comment aider l'Ukraine. L'ordre du jour était de discuter de l'envoi de casques bleus en Ukraine après un possible cessez-le-feu. Plusieurs pays sont prêts à envoyer leurs soldats en Ukraine, y compris l'Allemagne, le Danemark, le Royaume-Uni et la France. Poutine n'aime clairement pas cette idée. Cela impliquerait qu'il ne pourrait pas rompre le cessez-le-feu une fois prêt à reprendre le combat. C'est pourquoi la Russie présente cela comme un acte de guerre. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que le maintien de la paix en Ukraine équivaudrait à une intervention militaire occidentale dans le pays. Mais il semble que l'Europe en ait assez de tous les bluffs russes, et qu'elle avance avec ce plan, avec le soutien des États-Unis. Comme beaucoup d'entre vous peuvent s'en souvenir dans l'accord sur les minéraux que les États-Unis et l'Ukraine ont conclu, les États-Unis ont inséré une clause stipulant que les États-Unis soutiendront toutes les garanties de sécurité que l'Ukraine obtient de l'Europe. Et en plus de cela, le président Trump a fait plusieurs fois des commentaires disant que Poutine devrait accepter des troupes en Ukraine, des garanties de sécurité pour l'Ukraine, s'il devait y avoir une paix à long terme. Ici, nous avons le président français Macron, qui partage plus de détails sur sa coalition de volontaires prêts à envoyer des troupes en Ukraine. De manière très concrète, nous avons convenu que le Premier ministre britannique et moi donnerons un mandat à nos chefs d'état-major conjoints pour envoyer une équipe franco-britannique en Ukraine dans les prochains jours pour travailler très étroitement avec nos partenaires ukrainiens qui ont également accepté ce mécanisme pour préparer le format de l'armée ukrainienne future dans tous les domaines. Quelle armée? Quelle capacité maritime? Quelle capacité aérienne? Quel format? C'est-à-dire en termes de taille, nombre de soldats? Quel équipement pour répondre à une éventuelle agression russe et dissuader le succès d'une telle agression? Le deuxième élément des garanties de sécurité est les forces de réassurance que nous pourrions déployer le lendemain après la signature de l'accord de paix en Ukraine. Il y aurait des forces de quelques États membres présents car il n'y a pas d'unanimité sur ce point. Ces forces seraient présentes à certains endroits stratégiques pré-identifiés avec les Ukrainiens et fourniraient un soutien et une réassurance à long terme pour les Européens et agiraient comme un moyen de dissuasion contre une éventuelle agression russe. Maintenant,
La Russie dit que c'est une grave escalade parce qu'ils veulent dicter les conditions du cessez-le-feu, où l'Ukraine n'aurait pas d'alliés, pas d'armes et aucun moyen de se défendre. La Russie a tenté d'imposer comme condition principale qu'en cas de cessez-le-feu à long terme, l'Ukraine devrait cesser de recevoir tout type d'aide de quelque pays que ce soit. Pas seulement les États-Unis, même les pays européens devraient interrompre toutes les livraisons d'aide à l'Ukraine. Il est évident pour quiconque que la Russie exige cette condition pour un cessez-le-feu dans son propre intérêt. Ils veulent se réarmer et revenir. Mais devinez quoi ? Tout en disant que l'Ukraine ne peut obtenir aucune arme de ses alliés, la Russie supplie la Corée du Nord pour plus d'armes et plus de soldats. Ici, nous pouvons voir à partir de ce rapport que la Corée du Nord continue de fournir à la Russie du matériel militaire et des munitions, augmentant considérablement les livraisons malgré les discussions de cessez-le-feu. Cette fois en Crimée, un train chargé de canons automoteurs M1978 Kosgan avec un calibre de 170, 180 mm a été repéré, accompagné de plusieurs camions militaires conçus pour recharger le système de lancement multiple de roquettes coréens. Et ce n'est pas seulement des armes que Poutine implore, ce sont aussi des soldats. Comme nous l'avons signalé précédemment, environ 12 000 soldats nord-coréens ont été envoyés dans la région de Koursk en Russie, et maintenant il semble que Poutine en veuille plus. 50. Associated Press a récemment rapporté que la Corée du Nord envoie 3000 soldats supplémentaires en Russie, et cela provient de l'évaluation du renseignement sud-coréen. Maintenant, la raison pour laquelle Poutine veut plus de troupes nord-coréennes est double. Tout d'abord, ils sont moins chers que les conscrits russes. Comme nous l'avons déjà couvert, l'économie russe est en difficulté, et ils ont du mal à obtenir autant de conscrits pour s'inscrire parce que la Russie utilise ses soldats comme du beurre. Ils subissent entre 1000 et 1500 pertes chaque jour. Cela signifie que juste pour maintenir la taille de leur armée, la Russie a besoin de recruter environ 30 000 nouveaux soldats chaque mois. Mais il est coûteux d'obtenir autant de nouveaux soldats. Et ce qui aggrave encore ce problème, c'est le fait que les conscrits russes ne se portent pas volontaires comme ils le faisaient au début de cette guerre. La Russie est donc contrainte d'augmenter constamment les primes qu'elle donne à ses conscrits pour attirer de plus en plus de volontaires. Et c'est exactement pourquoi Poutine s'est tourné vers Kim Jong-un. Les rapports suggèrent que Poutine lui a payé environ 200 millions de dollars juste pour les 12 000 soldats que Kim a envoyés plus tôt. Cela semble être beaucoup d'argent, mais si vous faites le calcul, cela revient à environ 16 000 dollars par soldat, ce qui est bien moins que ce que la Russie doit payer pour un conscrit russe. Et c'est exactement pourquoi la Russie préférerait avoir des soldats nord-coréens plutôt que des conscrits russes. De plus, avoir des soldats nord-coréens présente un avantage supplémentaire. Les funérailles de Tintin n'étant pas organisées en Russie, Poutine ne craint pas que le public russe, notamment les maires, se retourne contre lui. Mais des nouvelles comme celle-ci ne font que renforcer la détermination de l'Europe à continuer à soutenir l'Ukraine, car la Russie a des alliés qui soutiennent l'armée russe. L'Ukraine a besoin d'alliés pour soutenir son armée. L'Europe n'assistera pas passivement à la chute de l'Ukraine. L'Ukraine est un pays souverain, et Poutine ne peut pas dicter combien d'aide l'Ukraine reçoit de l'Europe ou ce que l'Europe envoie à l'Ukraine. Le président Macron a clairement exprimé cela lors du sommet de Paris. Car la première garantie de la sécurité de l'Ukraine demain, après la signature de la paix, sera d'avoir une armée fiable qui peut dissuader toute nouvelle agression et résister à toute nouvelle attaque de l'armée russe. Notre premier objectif est de permettre à l'Ukraine de maintenir la situation à la ligne de front, et deuxièmement, de repousser l'agression. Mais en même temps, pour rapprocher les perspectives d'une paix durable que nous voulons tous voir, quel que soit le résultat des négociations. Ces dernières semaines, comme je l'ai dit, nous avons été en contact constant avec le président Zelensky. J'ai aussi été en contact quasi quotidien avec le président Trump. Et nous avons travaillé très étroitement avec nos partenaires britanniques, avec qui nous avons travaillé main dans la main, ainsi qu'avec nos principaux partenaires européens qui seront avec nous demain. Je veux être très clair. La Russie ne peut pas avoir son mot à dire dans le soutien que nous donnons et donnerons à l'Ukraine et ne peut pas dicter les conditions de cette paix durable. Parce que la souveraineté de l'Ukraine et la sécurité de tous les Européens sont en jeu. L'Ukraine mérite la paix. Et comme je vous ai vu ici ce soir en décembre 2019, dans une discussion avec le président Poutine et la chancelière Merkel, j'ai vu à quel point vous vous battez pour préserver cette paix. Je ne permettrai à personne de réécrire l'histoire.
Il n'y a qu'un seul agresseur, il n'y a qu'un seul résistant. L'agresseur est la Russie, le résistant c'est vous. Les Européens et les Américains doivent honorer leur histoire, le droit international et leur sécurité pour défendre leurs intérêts. Enfin, comme vous le savez, au cours des 2 dernières semaines, quelques-unes de nos vidéos ont été démonétisées par YouTube pour avoir parlé de sujets sensibles et couvert des événements violents. C'est pourquoi nous avons récemment ouvert les adhésions sur la chaîne. De cette façon, vous pouvez soutenir directement notre contenu. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Nous poursuivrons les vidéos. Mais si vous appréciez le contenu et pouvez nous soutenir, vous pouvez vous inscrire à une adhésion. Cela coûte moins cher qu'une tasse de café chez Starbucks et c'est grandement apprécié.